Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bilan de mes lectures 2024. C'est une vidéo que j'aime bien regarder chez les autres, donc je me suis dit que j'allais vous en filmer une. L'idée c'est d'avoir un petit aperçu de tout ce que j'ai pu lire cette année. J'ai lu environ 80 livres, donc on va pas les passer tous en revue, mais en tout cas ceux qui m'ont marqué négativement ou positivement, histoire aussi d'avoir potentiellement vos retours sur certaines de ces lectures. À noter que je parle de lecture 2024, mais ce sont des lectures qui n'ont pas été publiées en 2024. Je pense qu'il n'y a aucun livre dans cette liste qui a été publié en 2024. Je sais que parfois il y a la confusion sur YouTube, donc là c'est vraiment juste moi ce que j'ai lu cette année. On n'a pas envie que cette vidéo dure 1 heure, donc je vous propose de commencer tout de suite avec les livres qui m'ont le moins plu, en tout cas ceux auxquels j'ai mis une moins bonne note. J'ai un tableau dans lequel je note mes lectures de 1 à 5. C'est un peu approximatif parce qu'en fait ça dépend d'énormément de facteurs, mais ça me permet ensuite de les situer et de les trier. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Pour commencer avec donc les moins bonnes lectures, parmi lesquelles on retrouve par exemple un mantra de Rodrigo Frezen, publié en 2001. C'est un écrivain argentin et c'est un livre sur le Mexique. J'imaginais en tout cas y retrouver une fresque historique du Mexique, et pas du tout, ou en tout cas moi je l'ai pas interprété comme ça et j'ai pas su le comprendre ou en voir l'intérêt comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est un livre qui était sur ma liste depuis très longtemps et j'étais persuadée que c'était un livre à lire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu 50 lecteurs sur Babelio, donc je ne sais pas où j'ai trouvé ce livre. Mais en gros, c'est un livre qui se veut raconter le Mexique et il le fait en fait de façon complètement non conventionnelle. On suit un personnage très mystérieux, je ne pense pas qu'il ait toute sa tête. Je dis bien je ne pense pas parce que je vous assure j'ai pas compris ce livre. Et en fait on va sauter d'une époque à une autre, c'est pas du tout chronologique, c'est pas du tout linéaire. Il y a énormément de références à la pop culture sud-américaine que je n'avais pas du tout, et il y a aussi énormément de références historiques et d'inventions, donc de choses complètement romanesques, et je ne savais même pas faire la différence. Donc en fait pour moi c'était le chaos désorganisé et je n'ai pas su ni m'attacher au personnage, je pense pas que c'était l'objectif, mais en fait j'ai pas trouvé du tout d'intérêt à ma lecture. Donc si quelqu'un a lu ce livre, je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour, surtout si vous l'avez aimé, parce que j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Dans mes moins bonnes lectures, on a aussi L'insolation de Boudjedra, sur lequel je reviendrai pas, qui est un auteur tunisien. On a Le démon d'Hubert Selby Jr., auteur américain, un livre des années 70. C'est l'auteur qui a écrit Requiem for a Dream, qui est surtout connu pour le film. Moi c'est le film que j'ai vu, j'ai pas lu le livre. Et donc là on a juste un homme qui est détestable, arrogant, qui enchaîne les conquêtes amoureuses, qui traite les femmes comme des objets, qui traite aussi les gens de façon générale comme des objets, qui est manipulateur et qui va faire une descente aux enfers qu'il aura bien mérité. Et c'est juste inintéressant au plus long point. C'est très long, c'est redondant, enfin franchement pas du tout une lecture qui m'a plu non plus. On a aussi, pour terminer vraiment, là je suis sur le 1,5 sur 5, on a Han Kang, c'est terrible, Han Kang, peu importe, donc le fameux prix Nobel de littérature. Et en fait c'est difficile parce que j'aime beaucoup la Corée du Sud, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, je suis encore retournée cette année et j'ai lu ce livre partout. Elle n'était pas encore prix Nobel de littérature à l'époque et donc je l'ai même pas acheté parce que ça m'a jamais vraiment intéressé en fait les synopsis, ce que je pouvais voir. Et quand elle a été nommée prix Nobel de littérature, je me suis dit quand même il doit y avoir quelque chose. Donc lisant, je sais que le plus connu c'est La végétarienne qui ne m'intéresse pas tellement, peut-être à tort, donc je me suis dit lisant un autre. Et du coup le seul que j'ai trouvé, en tout cas celui qui est en librairie, qu'on trouve facilement parce qu'elle est très difficile maintenant à avoir, enfin ils viennent de les réimprimer, c'est Celui qui revient, et que j'ai détesté. Et en fait je pense que c'est même certainement la pire lecture de mon année, même bien avant Rodrigo Frezen. Pourquoi ? Parce que c'est une lecture qui m'a même agacée, pour vous dire. Dans Celui qui revient, je pense que l'objectif de base c'est de raconter un événement historique en Corée du Sud, le soulèvement de Gwangju dans le cadre du coup d'État en 1980.
Et si vous ne connaissez pas cet événement, eh bien vous n'allez rien apprendre sur cet événement en lisant ce livre. Et c'est un événement qu'elle a certainement elle-même dû vivre, étant née à Gwangju, il me semble, une dizaine d'années plus tôt. Il y a eu énormément de morts civiles, ça a été l'armée qui s'en est prise à des étudiants majoritairement, et elle va venir nous raconter ça à travers différentes voix, en changeant à chaque fois qu'un nouveau personnage parle, en changeant de style de narration. On a par exemple toute une première partie qui utilise la deuxième personne du singulier, le tu, qui est un procédé qui peut très bien fonctionner si vous avez lu Lambeau de Charles Juliet ou Juliette par exemple, ça fonctionne très bien. Ici, pas du tout. Ensuite, dans la deuxième partie, on a cette fois-ci un ado qui est décédé, donc c'est son âme qui sort de son corps, ok pourquoi pas, et qui va décrire ce qu'il voit. Et ce qui m'a vraiment dérangée dans ce livre, en dehors du fait que ce procédé fait qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe, que la chronologie est pas claire, que les événements sont pas clairs, que ça se mélange, que c'est confus, ça déjà pour moi c'est un problème sur ce genre de livre. Mais en plus, la seule chose pour moi qu'elle a cherché à faire ici, c'est de créer de l'émotion, c'est de vous indigner, c'est de regarder des enfants morts, c'est terrible, verser l'alarme. Et c'est vraiment ça. Et c'est fait de façon très artificielle selon moi, très superficielle, et ça m'énerve. Et donc franchement, j'ai vraiment eu du mal à terminer ce livre. Si vous me dites que La végétarienne c'est génial, peut-être que je réessayerai, mais je vous jure que je m'en suis déjà débarrassée et que je ne compte pas la relire. Même si je comprends bien qu'elle a certainement eu le prix Nobel, plus pour ce que ça veut dire par rapport au régime en Corée du Sud que pour ses talents littéraires. Voilà un peu pour les plus mauvaises lectures. Et on a ensuite 2 sur 5, 2,5 qui sont pour moi des lectures un peu décevantes. J'aime jamais utiliser ce mot décevant parce que ça émet trop un jugement de valeur, mais dans le sens où j'en attendais quelque chose. Vous voyez, j'ai lu Celui qui revient d'Han Kang, j'en attendais rien du tout. Mais il y a des livres où je sais pas, ils sont depuis longtemps dans l'étagère, on en a beaucoup entendu parler, donc on en attend vraiment quelque chose, et pourtant c'est un flop comme pas possible. Le premier étant Beloved de Toni Morrison. Alors là, je pense que ce livre fait l'unanimité, je ne pense jamais avoir vu quelqu'un en parler négativement, ou en tout cas avoir dit je n'ai pas aimé. Moi je vous le dis, j'ai pas du tout aimé ce livre, mais alors pas du tout, et je me suis forcée à le finir. Si je résume très brièvement, parce que Toni Morrison c'est pareil, prix Nobel de littérature américaine, pas comparable avec Han Kang selon moi. Je reconnais totalement le talent d'écriture et la force du récit, etc. C'est juste que là, pour remettre le contexte, on est au 19e siècle et on va suivre, on est dans la maison d'une ancienne esclave qui a réussi à s'affranchir, à se libérer, qui vit avec sa fille et qui est hantée par le fantôme de sa première fille. C'est-à-dire que lorsque sa première fille avait 2 ans, elle l'a noyée, elle l'a tuée pour lui éviter l'asservissement. Et donc elle vit avec cette culpabilité qui la hante et qui hante la maison et tous les habitants et tous les gens qui peuvent tourner autour. Dans ce livre, il y a 2 choses qui m'ont principalement dérangée. C'est d'abord la nature du récit qui est complètement fragmentée, peut-être synonyme, ou en tout cas pour transmettre ses souvenirs, le traumatisme aussi qui est pas du tout linéaire, mais on a beaucoup de flashbacks, on comprend pas toujours ce qui se passe, on a des passages très énigmatiques et j'ai vraiment pas compris l'intérêt d'autant de complexité. Et peut-être que je n'ai pas eu la patience cette année parce qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont dérangée à ce niveau-là. J'adore les livres originaux dans leur construction, dans leur narration. Je n'ai pas de problème non plus avec des livres pour lesquels la narration n'est pas linéaire ou n'est pas chronologique, mais ici ça m'a vraiment dérangée. Et le second point qui je pense m'a encore plus dérangée, c'est tout l'aspect surnaturel. En fait, je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que le réalisme magique, si on peut appeler ça comme ça ici, ce n'est pas vraiment mon truc. Autant j'ai adoré Pedro Páramo de Juan Rulfo, le Mexicain. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a déjà 2-3 ans maintenant. Mais autant ici, ça m'a pas du tout parlé. Toutes ces manifestations surnaturelles, j'en dirais pas trop si vous n'avez pas lu le livre, que ce soit pour transmettre ce traumatisme, encore une fois, individuel ou collectif, cette culpabilité liée à l'infanticide, etc.
j'avais pas besoin de ça. Et en fait c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à m'accrocher à une histoire quand je la trouve pas crédible, et pour moi c'était pas crédible ici. Donc ça a été une lecture très laborieuse. Il y a plein de livres de Toni Morrison qui pullulent sur Instagram, etc. Donc j'en ai noté d'autres, peut-être que je retenterai l'aventure. Je sais aussi que j'ai lu une très vieille édition, j'ai pas fait attention à la traductrice ou au traducteur. Je ne sais pas si depuis ça a été retraduit, parce que j'ai le même problème avec un autre livre. Peut-être que je regarderai si je le vois en librairie, mais je l'ai lu en français, hein, mais c'était vraiment très compliqué. Donc là pour le coup je ne rejoins vraiment pas les avis dithyrambiques qu'on peut avoir sur ce livre, et je passe mon tour complètement. J'ai ensuite découvert Philip Roth, que j'ai pas du tout aimé non plus, avec La Tâche, qui m'a profondément ennuyée. Je reviendrai pas forcément dessus. J'ai lu aussi Tout ce que j'aimais de Siri Hudspeth, j'aurai beaucoup de mal avec les prononciations aujourd'hui, qui est une auteure américaine qui était la femme de Paul Auster, qui est décédée cette année. Paul Auster, pas sa femme. Et petite déception, pourquoi? Parce que j'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis longtemps, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus, je pense qu'on me l'a offert en fait. Peu importe, mais j'en attendais beaucoup, je ne savais pas quoi, mais j'en attendais quelque chose de positif, parce que ça se voulait aussi très psychologique. On va suivre deux couples dans le New York artistique, qui vont vivre en fait très proches les uns sur les autres dans le même immeuble, et on va les suivre de leur rencontre, donc leur vie maritale, avec leurs enfants aussi, etc. La vie quoi, avec la particularité d'être dans ce monde très artistique où il y a énormément de descriptions d'œuvres qui m'ont d'ailleurs très ennuyée, descriptions d'œuvres purement fictives, faites, réalisées par nos personnages, et j'ai trouvé ça très inintéressant. Autant le début, pourquoi pas, on apprend à connaître les personnages, autant sur la fin je trouvais ça très puéril, avec des problématiques et des réflexions qui me sont complètement passées au-dessus. Et puis allez savoir pourquoi, je sais que j'ai lu dans les commentaires, dans les avis de ce livre, que des gens justement ont aimé ça, et c'est vrai que c'est surprenant, donc pourquoi pas, mais moi ça m'a pas du tout intéressé. C'est qu'il y a un twist, je vous dirai pas, ça va pas vous spoiler, c'est juste que ça finit sur une sorte d'enquête policière, ça vient de nulle part. J'ai dit pourquoi quoi. Et c'est un peu, je sais pas si c'est lié, parce que pareil, j'ai le même souci avec un autre livre, si c'est lié aux livres qui sont trop gros. Je pense qu'il y a un moment, faire un livre de 200 pages, c'est bien, quoi. Faites un livre de 200 pages, on est content, mais n'en faites pas 500 pour dire d'avoir des trucs à devoir raconter, parce que pour moi ça tenait pas la route et j'ai vraiment pas compris l'intérêt. Et puis, dernière déception en quelque sorte, on dira dans cette liste, je vérifie, nous avons Une éducation libertine de Jean-Baptiste Del-Amo. Jean-Baptiste Del-Amo, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est donc un auteur contemporain français. Ce livre date de 2008, il me semble que c'est son premier. J'avais lu Règne animal de lui, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai lu Le Fils de l'homme, qui est l'un de ses derniers cette fois-ci, et qui est certainement l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière, donc 2023. Et là, comment dire, en fait ce roman je l'ai trouvé très très classique. Qu'est-ce que Del-Amo va nous raconter? On y suit un jeune breton, j'essaie de retrouver son prénom, Gaspard, quelque chose comme ça, ou Gabriel, je ne sais plus, et on est dans le Paris du XVIIIe siècle. En fait, lui il quitte sa Bretagne natale, sa ferme, ses parents, la violence, la pauvreté, pour aller tenter sa chance à Paris. Et au début il galère, il cherche un travail, il cherche à manger, il cherche à vivre, et puis il va essayer de s'élever au fur et à mesure dans la société, et pour ça il va être prêt à tout, parce qu'il est persuadé de le mériter, il doit être quelqu'un, il est fait pour ça. Et il va venir à rencontrer un libertin, un comte, donc très riche, qui va l'emmener dans les tréfonds de Paris, dans les bordels et tout ce que vous voulez, et il va ainsi l'éduquer, d'où le titre Éducation libertine. On se retrouve avec un personnage qui est détestable, qui est arrogant, qui est agaçant, qui est égoïste, donc auquel il est très difficile de s'attacher, et avec une histoire qui pour moi était très prévisible et très facile. Ça reste une bonne lecture, bien que je le mette en déception, parce que moi j'aime beaucoup le style de Del-Amo, et on y retrouve sa particularité qui est de décrire les corps laids, qui est de décrire vraiment la saleté, l'horreur en fait, et de façon très crue. On a vraiment ces descriptions du monde social des gens que moi je trouve intéressant
intéressante. Maintenant, voilà, l'histoire en tant que telle m'a pas du tout emballée. On a ensuite pas mal de livres qui m'ont pas déçu mais pas emballé plus que ça, hein. Des livres que j'ai lus par exemple dans le cadre de ma vidéo sur l'Irlande. On a Edna O'Brien, on a McGahern. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo sur l'Irlande parce que sinon ça va être très long. On a La bataille d'Occident de Vuillard qui est aussi un auteur contemporain français que j'aime beaucoup. Ça doit être mon 4e ou 5e livre que je lis de lui, mon préféré étant 14 juillet. Ici, c'est toujours c'est des romans, mais c'est plutôt des analyses, des recherches historiques, puisqu'il s'appuie sur une documentation très détaillée, très recherchée, très précise. Il revient sur des faits qui ont marqué l'histoire, mais souvent pas là où l'histoire centrale se déroule, mais plutôt sur les contours, si ça fait sens. Donc voilà, donc il a fait ça pour le 14 juillet. Il a fait ça aussi pour la Seconde Guerre mondiale, le poids notamment des industriels dans l'ascension du régime nazi. C'était l'ordre du jour, il me semble, le titre, que j'ai bien aimé aussi. Et là, par contre, c'est sur la Première Guerre mondiale et il m'a perdu dans énormément de détails. C'est un peu le problème avec Éric Vuillard, qui m'a pas dérangé sur les autres lectures parce que c'était assez équilibré, et même s'il y avait des choses que je ne connaissais pas ou que j'arrivais pas à suivre, c'était pas très grave, je faisais 2-3 recherches et je pouvais continuer ma lecture. Ici, c'était tellement pointu et c'était tellement parfois anecdotique ou des détails que j'ai un peu laissé tomber. Je savais même plus de quoi il me parlait et j'avais même plus envie d'aller chercher l'info. Donc voilà, celui-ci m'a moins plu que les précédents, mais je continuerai sans aucun doute à découvrir sa bibliographie. On a ensuite... qu'est-ce qu'on a? On a une bonne lecture, on passe un peu sur les 3,5, des lectures pour lesquelles j'ai vraiment trouvé un intérêt, mais qui sont pas non plus de superbes découvertes. J'ai relu As, je crois que c'est Ella. J'avais lu des nouvelles de la Maison Bleue il y a quelques années aussi que j'avais pas tellement aimé. Là, j'ai vraiment apprécié ma lecture, puisque Ella As, elle est née à Jakarta, donc dans une colonie néerlandaise. Elle est née, je crois, en 1918 quelque chose, en tout cas début du XXe siècle, et elle est d'ailleurs décédée au début du XXIe siècle, dans les années 2010. Et donc Les Seigneurs du Thé, on va suivre une famille sur plus jeune génération en Indonésie, enfin dans les Indes orientales, à Java plus exactement. Et les membres de cette famille vont rencontrer plein de soucis, que ce soit des soucis relationnels, des soucis financiers. C'est aussi l'évolution de la région au XXe siècle, de la bourgeoisie néerlandaise, du colonialisme. Et donc pour cet aspect historique, moi c'est une lecture qui m'a intéressée, que j'ai trouvée un peu longuette, mais qui vraiment vaut le coup d'être lue, et j'avais jamais rien lu encore sur cette période et sur Java ou sur l'Indonésie de façon générale. Donc voilà, c'est une lecture qui m'a vraiment intéressée et qui est agréable à lire. C'est pas exceptionnel, mais je peux vraiment vous la recommander. J'ai aussi lu Nous autres d'Eugène Zamyatin, donc qui a été publié en 1924, et c'est une lecture que je suis vraiment contente d'avoir faite, même si elle est particulière. Je ne sais pas dire si j'ai vraiment adoré, je pense pas. D'ailleurs, je lui ai mis 3,5. Mais oui, qui reste et qui m'a marqué par son style, et aussi parce que j'ai eu un regain d'intérêt pour les dystopies dernièrement, allez savoir pourquoi. Et je trouve que celui-ci apporte quelque chose. C'est l'un des premiers à avoir été publié, puisque Nous autres, c'est un roman donc russe, Zamyatin il est russe, publié en 1924, et on connaît souvent Fahrenheit 451, qui était personnellement mon préféré, qu'il faudrait que je relise, mais que j'ai lu au lycée. On a 1984 de George Orwell, on a le premier Huxley, Le meilleur des mondes, je crois qu'il a été publié dans les années 30, Orwell c'est la fin des années 40, Fahrenheit c'est même après. Et donc avant tout ça, il y a eu Zamyatin avec Nous autres, et on est dans un monde complètement aseptisé, un monde, on ne sait pas trop à quelle époque, où tout est régi par la raison, par les mathématiques, où les habitants ne sont que de simples numéros, ils ne peuvent pas vraiment avoir de relation entre eux, où on est au service d'un bienfaiteur qui est simplement un tyran, et où les émotions sont interdites, les pensées même cherchent à être contrôlées. Tout est fait pour écraser l'individualité, et on va suivre un gentil soldat obéissant. Il n'est pas soldat, il est mathématicien, mais il représente tout ce que l'État cherche à créer.
il est persuadé du bien fondé de tout ce qu'il fait, du bien fondé aussi des intentions du bienfaiteur, etc. Et il va rencontrer une femme, donc c'est un peu à l'image d'Orwell 1984 si vous l'avez lu. Là aussi c'est une femme qui va le faire sortir du droit chemin, au contraire, en tout cas lui faire prendre conscience de certaines choses et l'éloigner, le tenter, le séduire. Et donc il va commencer à se poser des questions. Et souvent quand on commence à se poser des questions, on voit qu'il y a problème. Et voilà, donc est-ce qu'il va sortir ou pas de ce monde, à vous de le découvrir si vous souhaitez le lire. Mais ça a aussi la particularité, peut-être encore une fois, question de traduction, je ne sais pas, d'être écrit dans un style très particulier avec des images qui parfois m'ont laissé de marbre. Non, j'ai pas compris, j'arrivais pas à voir l'association des mots, mais on peut dire que c'est une poésie qui est juste plus originale, qui est juste différente de ce qu'on a l'habitude de lire et que moi j'ai apprécié, même si j'ai pas toujours su la comprendre peut-être. Donc un livre que je relirai certainement et que je suis contente en tout cas d'avoir lu pour la première fois. Dans ces bonnes lectures aussi, on a Les carnets du sous-sol de Dostoïevski. On reste en Russie, publié en 1864. C'est le monologue d'un homme un peu fou, malade, un homme qui se dit méchant et qui revendique sa méchanceté et qui revendique aussi le fait qu'il soit incapable de nouer des relations avec quiconque. C'est un homme qui vit isolé dans son sous-sol, qui en dehors de ses collègues n'a aucune relation et qui est persuadé que personne ne peut l'aimer et qui va même tout faire pour qu'on ne l'aime pas, lui-même ne s'aime pas. Il va même chercher à s'humilier, à faire en sorte de rendre sa vie encore plus difficile qu'elle l'est et lui-même se mettre dans des positions très inconfortables, très désagréables, volontairement en fait. Il va vraiment chercher à se faire du mal en ce sens-là et c'est un homme qui va à l'encontre finalement de la raison des comportements qui seraient raisonnables et qui seraient les plus logiques, ce qui montre aussi quelque part ce refus du conformisme et de la rationalité, dans le sens où il apprécie, il fait exprès de prendre des décisions complètement irrationnelles, des décisions qui vont contre son propre intérêt pour montrer qu'il en est capable. Pour dire, voyez, je suis libre, c'est pas ça qu'il faudrait faire, mais je vais le faire quand même et je vais vous prouver que je peux le faire. Et malgré ma raison, j'ai aussi des décisions qui sont incontrôlées ou qui sont uniquement émotionnelles. Et c'est ce qui fait aussi que je suis un homme et c'est comme ça. Donc très particulier, j'ai beaucoup aimé le début, en fait j'ai beaucoup aimé cette idée, il y a juste des passages. Notamment, il y a toute une scène très longue avec ses collègues. Je crois qu'il est divisé en 4 parties, c'est tout court. C'est vraiment, je pense que c'est une nouvelle. Mais il y a une partie qui m'a plus ennuyée que les autres. J'ai pas non plus été emballée plus que ça, même si vraiment cette idée m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, m'a bien plus plu qu'un autre livre que j'ai pas mentionné plus tôt, mais que j'ai pas tellement aimé de Dostoïevski, qui est Les Nuits Blanches, que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram et j'ai été tentée par la couverture, j'ai même pas regardé ce que c'était, je me suis dit Dostoïevski, j'ai acheté et en fait j'ai pas vraiment aimé parce que pareil, l'idée j'aime beaucoup, on a un homme qui vit dans ses rêves, il est tout jeune, il a 25 ans, il ne voit personne, il est très isolé et lui-même le dit, c'est un rêveur existentialiste, si ça peut se dire. Lui se dit simplement rêveur, moi je l'appelle le rêveur existentialiste, mais voilà, il réfléchit comme ça sur la vie mais à travers des rêves et il ne vit rien de façon réelle, donc il est très pauvre, il doit avoir une apparence assez triste et il a vraiment du mal en fait à sortir de ça et c'est comme ça qu'il préfère vivre sa vie un peu pour s'échapper du monde réel. Cette idée, j'adore. Puis ensuite, il vient rencontrer une femme, et quand je dis ensuite, c'est très vite. Là aussi, on est sur une nouvelle, donc on va dire qu'à un quart de la nouvelle, il rencontre une jeune femme et il va en tomber éperdument amoureux. Donc toute la suite de la nouvelle, ce sont ces échanges entre ces deux êtres qui se rencontrent encore dans la naïveté du premier amour, etc. De longs monologues, des pensées très larmoyantes et mélancoliques, et ça n'en finit pas. J'ai pas assez lu Dostoïevski pour savoir si c'était vraiment du premier degré. Moi, à un moment, je me suis dit, il en fait beaucoup trop, c'est sûr, il rigole en fait, c'est du second degré. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment too much. Et cette idée, elle n'a pas été exploitée, cette idée de vivre dans le rêve, etc. Je vous dirai pas la fin, mais je trouve que ça n'a pas été exploité autant que j'aurais aimé, et ça m'a juste plus intéressée sur la fin parce que tout était concentré autour de cette histoire d'amour qui était pas crédible et on savait très bien comment ça allait finir. Donc voilà, vraiment sans plus pour cette autre lecture de Dostoïevski. On arrive dans mes très bonnes lectures, on a du Flann O'Brien et du John Banville, deux auteurs aussi
irlandais. Donc pareil, je vous renvoie vers mes vidéos irlandaises parce que j'en parle plus en détail. On a Cœur de lièvre de John Updike. John Updike, c'est un écrivain américain, c'est la première fois que je le lisais, c'est un grand classique, enfin il est très très connu, moi je le connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler en France, et dans ses romans il va essentiellement traiter de la classe moyenne américaine et de la banalité de la vie, enfin de l'absurdité aussi de la vie. Cœur de lièvre, c'est le premier volet d'une saga de 4 tomes. J'ai bien l'intention de lire les prochains. Pour l'instant, je n'ai lu que celui-ci. Et on va y suivre Harry, qui est un jeune adulte, en tout cas, qui démarre dans la vie active. Il était très populaire au lycée. C'était un athlète, je ne sais plus dans quel sport. Mais basket, il me semble, ou foot américain, peu importe. Et donc il a vraiment eu son moment de gloire à cette époque-là. Et là, la vie adulte commence et il est complètement perdu, il fuit ses responsabilités, il sait pas ce qu'il veut, il navigue entre rêve, illusion et désillusion. Il fait face en fait à un vide existentiel et dès que c'est difficile, dès qu'on le confronte, il va avoir tendance à fuir et à pas assumer ses responsabilités, d'où le titre. Parce que là c'est Cœur de lièvre mais en anglais c'est Rabbit Run même peut-être 2 fois, peu importe. Mais voilà, cette idée de courir, toujours de fuir en fait ce qui lui arrive. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai trouvé que c'était vraiment dans l'introspection. Moi j'aime beaucoup, il ne se passe absolument rien, sachez-le, si vous cherchez de l'action, de l'aventure, ne prenez pas ce livre. Mais si, voilà, plutôt les difficultés liées à, effectivement, qu'est-ce que tu fais de ta vie, ça n'a pas de sens, peut-être pas à toi de trouver ton sens. Tout ça, en fait, c'est très bien retranscrit par John Updike, c'est très bien écrit, c'est vraiment dans le détail. Je pense que ce personnage peut représenter aussi beaucoup d'autres et beaucoup de personnes et beaucoup peut-être d'impressions que vous avez déjà eues ou de pensées que vous avez déjà eues sur l'idée de projets manqués, de désirs inassouvis, de vie manquée aussi, et qu'est-ce qu'on en fait, et aussi la responsabilité ou en tout cas le poids du contexte social. Là on est dans les États-Unis des années 60, 50, forcément ça impacte aussi le bien-être et l'épanouissement des jeunes comme notre personnage principal, mais aussi de tous les gens qui l'entourent en fait. Donc vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je peux vous conseiller si vous aimez ce genre d'écrit. Autre très bonne lecture, on a Coetzee, je sais pas comment ça se prononce, auteur sud-africain, prix Nobel de littérature. J'ai mis ici 4 à En attendant les barbares, j'ai mis 5 à Disgrâce, que j'ai aussi lu cette année. J'ai beaucoup aimé découvrir cet auteur avec ces 2 livres. Celui-ci, En attendant les barbares, c'est 1980. Lui, il a eu prix Nobel en 2003, notamment parce qu'il va explorer les tensions raciales et la culpabilité, la réconciliation, s'il y a le pardon, etc. Et le contexte social en fait de l'Afrique du Sud post-apartheid. Ici, En attendant les barbares, c'est une parabole, puisqu'on est dans une époque inconnue, qu'on imagine être le XXe siècle, à un endroit inconnu qu'on imagine être l'Afrique, quelque part en Afrique, et on est dans une petite cité impériale où tout se déroule très bien, et le responsable de cette cité va se voir ordonné par les hauts pouvoirs, par le pouvoir central, d'aller attaquer les barbares. Les barbares, ce sont les gens qui vivent en dehors de la cité, ce sont les autochtones. Et lui, en fait, il a aucune raison de le faire parce qu'il ne les voit même pas, mais on n'arrête pas de lui répéter que c'est un danger, que ces gens sont dangereux, qu'ils ont tués, etc. et qu'il faut donc aller les tuer en retour. Et il se voit forcé d'agir parce qu'ils envoient un colonel dans sa cité qui va prendre le devant et qui va amener une armée à la recherche de ces barbares, et il va les chercher très longtemps. Et en fait, le responsable, le magistrat finalement de cette cité, lui, va très vite se rendre compte qu'il y a problème. Nous, en tant que lecteurs, on va très vite se rendre compte qui sont les réels barbares dans l'histoire, et lui va s'interroger sur sa position, sur ce qui est bon de faire. Il va se lier aussi avec une esclave, donc avec une barbare, et il va ensuite être exclu de sa propre communauté. Je vous spoil même pas en disant ça parce que ça vient assez vite, et après c'est justement qu'est-ce qui se passe lui dans sa tête et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il observe, et j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, bien écrit, très
fort, très bien fait. Pourtant c'est pas forcément mon genre de livre parce que ça fait un peu roman, pas d'aventure, mais voilà, ce côté un peu on sait pas où on est, on sait pas à quelle époque on est, etc. Mais ça rend finalement la lecture intemporelle et elle dit beaucoup sur le colonialisme passé, mais aussi beaucoup sur les situations actuelles dans différentes parties du monde. Et c'est triste de voir à quel point c'est encore d'actualité et les raisons derrière toutes ces guerres de territoire, toutes ces violences sont finalement toujours les mêmes. Donc c'est une très très bonne lecture que je peux vous conseiller à coupler avec Disgrâce, donc auquel j'ai mis 5, publié cette fois-ci en 1999, toujours de Coetzee, où on va suivre un professeur d'université sud-africain qui va tomber dans la disgrâce sociale après que soit révélé qu'il ait eu une affaire, enfin une relation avec une étudiante. Elle va l'accuser d'agression, il me semble, et lui va refuser de s'excuser, il va préférer démissionner, et il va aller s'isoler, enfin rejoindre sa fille qui vit seule dans une ferme, toujours en Afrique du Sud, et il y a un événement très violent qui va se dérouler, qui va ensuite avoir de lourdes conséquences sur sa vie à lui, sur la vie de sa fille, et qui va le faire réfléchir sur plein de thématiques liées à ce qui lui est arrivé de façon générique, mais aussi fortement liées au contexte social, historique, politique en Afrique du Sud à l'époque. Et donc il va nous parler de honte, de pouvoir, de vengeance, de culpabilité, de reconstruction, de quête identitaire, et surtout c'est très très bien écrit. Pour tout vous dire, moi ce sont des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps et le synopsis m'intéressait pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai vraiment traîné à les lire. C'est des tout petits livres et je regrette pas du tout, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc je peux vous conseiller Coetzee. J'ai acheté ses nouvelles que je n'ai pas encore lues, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Autre très bonne lecture, Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig, qui est le dernier roman de Stefan Zweig, qui a été écrit entre 1938 et 1941 et qui est inachevé vu qu'il s'est suicidé avant de terminer ce livre, même si je trouve que la fin actuelle peut se suffire à elle-même, elle laisse la porte à l'interprétation, mais c'est pas forcément un problème en soi. Je pense qu'on aurait pu le lire sans savoir qu'il était inachevé, on aurait dit ok. Mais là en gros on va y suivre une jeune femme, Christine, qui doit avoir 28-29 ans, qui vit dans une petite bourgade d'Autriche, qui est très pauvre et qui s'occupe de sa mère malade. Elle est un peu victime des conséquences de la Première Guerre mondiale, elle a perdu son père de maladie, son frère à la guerre il me semble, donc elles sont plus que deux, et elle travaille dans un petit bureau de poste, dans une vie monotone et ennuyeuse. Elle a aucune joie dans sa vie, elle fait que subvenir, survivre en fait au quotidien, jusqu'au jour où sa tante, qui a elle émigré aux États-Unis, va proposer à sa mère, qui est trop malade pour y aller, donc à elle, de les rejoindre lors de vacances qu'ils vont passer en Suisse dans une station thermale très luxueuse. Elle n'a jamais connu le luxe, elle n'a jamais connu l'abondance, donc elle va être projetée dans ce milieu qui n'est pas du tout le sien, et elle va essayer de s'y faire une place, et elle va beaucoup aimer ce qu'elle va y trouver. En fait elle connaît pas du tout les codes du monde dans lequel elle évolue, donc elle est persuadée que tout le monde est génial, que tout le monde est gentil, que tout le monde est beau, elle ne se rend pas du tout compte de l'hypocrisie autour d'elle, et puis on va lui donner tellement de choses, tellement d'attention, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle peut séduire, elle va se rendre compte qu'elle est jolie, les gens vont être gentils, elle va être libre de faire ce qu'elle veut, elle va être dans l'abondance, etc. Et donc lorsqu'elle va devoir retourner à sa vie d'avant, ça va être très difficile. Et là je m'arrêterai là, il va se passer encore des choses, mais ça va aussi être la question de comment, ou est-ce que c'est possible de récupérer, enfin de retourner à sa vie d'avant, donc une vie de misère, de pauvreté, sans plaisir, lorsque on sait maintenant, elle a conscience de ce qu'elle n'a pas et de ce qui lui manque, et finalement de l'injustice du monde, vu que comme elle le dira, il n'y a aucune raison que eux, les gens avec qui elle était, ont tout ça et qu'elle n'ait jamais rien eu. Donc c'est aussi un livre sur la différence de classe sociale, sur la désillusion, et toute la seconde partie, à partir du moment où elle rentre chez elle, ça a été écrit dans un second temps, Zweig l'a écrit en 2 temps, et on voit tout de suite la différence, notamment dans son style, et on comprend aussi ce qui se passait dans la tête de Zweig. En tout cas ça justifie, ou ça illustre plus son acte de se donner la mort, puisque c'est pas un livre qui est très optimiste, mais c'est toujours une très bonne lecture. Zweig de toute façon écrit vraiment très bien, et là aussi l'analyse psychologique, moi j'aime beaucoup. J'ai ensuite lu et aimé Le Mépris
de Moravia, donc qui est un auteur italien, 1954. C'est la dégradation d'une relation entre une femme et son mari. En gros, une femme qui s'éloigne de son mari sans que lui parvienne à comprendre pourquoi, et donc il redouble d'efforts, il essaie d'en faire toujours plus, et elle le méprise de toujours plus. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est une, pareil, très psychologique, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Toujours dans cette très bonne lecture, nous avons Kallocain de Karin Boye, qui était une autrice suédoise. C'est un livre qui a été publié en 1940, soit un an avant qu'elle se donne la mort. Et c'est un livre qu'on peut rapprocher de nous autres, de Zamiatin, puisque là aussi on est sur une dystopie bien moins connue que 1984, etc. Mais la construction est assez similaire, puisque Karin Boye, elle s'est inspirée de ce qu'elle a pu voir et de ce qu'elle a pu observer en Allemagne dans les années 30 avec la montée du nazisme. Et dans ce roman, on est là aussi dans une société complètement contrôlée par un gouvernement omniscient, presque. C'est justement l'objet du roman, c'est-à-dire que l'État contrôle tout, les gens sont divisés dans des cellules indépendantes du grand État, ils ne communiquent pas entre eux, dans le sens où là, nous, on va être dans une cité chimique, il y a des cités industrielles, des cités agricoles. C'est assez mystérieux, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, et on va suivre un chimiste donc qui va mettre au point un sérum de vérité. Une solution qui, lorsqu'elle est injectée dans le corps humain, fait que la personne va dire tout ce qu'elle pense, elle ne va plus pouvoir mentir. Et c'est là où l'État devient vraiment omniscient, parce qu'il est même capable de savoir ce qui se passe dans votre tête, et il a donc les tout pouvoirs, il n'y a plus aucune intimité. Et donc lui est très content de cette découverte parce que, encore une fois, c'est un bon élève, il est convaincu du bien fondé de son État, il est convaincu que l'État ne veut que le bonheur collectif. Là aussi, les émotions sont réprimées, on fait tout pour effacer l'individualité, on peut pas avoir d'amis, on peut pas avoir de liens, il y a très peu d'échanges possibles, tout est surveillé. Et cet homme, il va se rendre compte en apprenant ce que pensent les autres, qu'en fait, il y a encore plein de gens qui croient en la liberté, qui ont l'espoir, il y a même peut-être une communauté qui se forme quelque part et qui partage des idées, qui échange. En fait, l'ancien monde n'est pas mort et peut-être qu'il va être tenté à son tour de s'ouvrir à ce qu'il est en train de découvrir. En fait, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais ça a été vraiment une très bonne lecture que j'ai d'ailleurs préférée à nous autres, et qui, bien qu'elle soit dans un style un petit peu scolaire, c'est pas un style que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé découvrir, et je pense que justement ce style est aussi très cohérent avec notre narrateur qui est exactement le bon élève, qui fait toujours exactement ce qu'on lui demande de faire, qui est très méthodique et très discipliné. Donc j'ai trouvé ça finalement assez cohérent. Voilà pour ça. Et une autre très bonne lecture avant de passer peut-être au préféré, on a Les Hommes oubliés de Dieu de Cossery, mais ça j'en reparlerai. On a La statue de sel d'Albert Memmi, publié en 1953, qui est un écrivain et est un sociologue franco-tunisien, et il est principalement connu pour des essais, ou en tout cas des écrits sur le colonialisme, l'identité, l'exil, etc. Et ça, c'est son seul roman, qui est un roman d'inspiration autobiographique, et on va être dans la première moitié du XXe siècle. On va y suivre la vie d'un jeune juif tunisien qui va être pris en fait entre différentes identités culturelles. Il vient d'une famille très pauvre, il vit dans la misère, et grâce à ses très bonnes notes scolaires, il va pouvoir obtenir une bourse et rentrer dans le lycée français, donc côtoyer la bourgeoisie tunisienne, sortir de son monde. En tout cas, justement, s'efforcer d'en sortir, puisqu'il va être très honteux, il va avoir honte de ses origines, et il va essayer de se rapprocher de ce à quoi il aspire, de ces gens plus riches, plus cultivés, plus tout, bien que quelque part au fond de lui, il les apprécie pas non plus. Donc il y a vraiment ce dilemme intérieur, ces injonctions contradictoires. C'est une lecture qui est finalement assez difficile, je trouve, dans le sens où il est très dur, le narrateur. Moi, ça m'a même fait mal au cœur. Il est vraiment très cruel envers sa famille, envers les gens qui l'entourent et qui lui veulent du bien, en tout cas qui n'ont pas eu sa chance à lui. Il est persuadé de mériter mieux, il est assez arrogant, mais c'est fait avec
une franchise et avec une analyse de lui-même, un recul aussi. Et donc ça a vraiment été une très bonne lecture de ce garçon qui essaye de s'émanciper et de construire sa vie avec, bien sûr, en toile de fond, la violence, la xénophobie et tout le contexte social, historique, politique de la Tunisie sous protectorat français jusqu'à son indépendance de 1956. On arrive à mes meilleures lectures de l'année, en tout cas celles où ici j'ai mis 4,5, 5. On a d'abord Passing de Larsen, Nella Larsen, 1929. Elle est américaine, elle est née à la fin du 19e siècle. C'est un livre que, pareil, j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Principalement aussi je pense parce que Netflix en a fait une adaptation que je n'ai pas vue. Elle est principalement connue, Larsen, pour ses écrits sur l'identité raciale, sur l'identité du genre. Elle faisait partie du mouvement Harlem Renaissance pour la culture afro-américaine. Et dans Passing, on va assister aux retrouvailles entre deux amies afro-américaines de longue date mais qui ne se sont pas vues depuis très longtemps, et l'une d'entre elles assume son identité raciale, elle est noire, l'autre par contre a choisi de se faire passer pour blanche, et c'est ce phénomène qu'on appelle passing. Ce sont des afro-américains ou des métis qui, par leur trait de visage, par leur couleur de peau, parvenaient par quelques subterfuges à se faire passer pour blancs et à cacher leur origine raciale, et donc à s'intégrer parmi les blancs. Et c'est ces retrouvailles, cette femme qui s'est fait passer pour blanche, qui revient, qui rentre dans sa vie, qui vont raviver des questionnements, des tensions et des réflexions justement sur cette identité d'afro-américain, sur la question des privilèges et tout ça dans la société ségrégationniste américaine. Tout petit livre, mais vraiment une très bonne lecture également. Nous avons Vesas, on va le prononcer comme ça, un auteur norvégien du XXe siècle. J'ai lu Le Palais de glace, que je n'ai pas tellement aimé. C'est un livre que j'ai lu dans une très vieille édition. La traduction a été refaite 2 fois depuis, une fois, mais je pense comprendre pourquoi. On y suit 2 amies, en fait 2 petites filles de 11 ans qui deviennent amies très rapidement, et ça m'a pas paru crédible sur ce point. Et juste après avoir scellé cette amitié exclusive, l'une d'entre elles va disparaître, et nous on va le savoir. En fait, elle va mourir de froid dans le palais de glace, et toute la suite de l'histoire va se cristalliser autour de la recherche de cette fille et de l'amitié que l'autre lui voue, qui refuse de l'oublier, qui est persuadé que les autres veulent l'oublier et qui refuse d'avoir d'autres amis, qui s'enferme, qui fait une dépression finalement, parce qu'elle a promis à son amie qu'elle serait sa meilleure amie en quelque sorte. C'est pas très clair, mais voilà, c'est pas du tout un roman qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu. Je pense que l'intérêt du roman se situe aussi beaucoup dans son symbolisme et dans cette description de paysages qui pour le coup sont très bien faites. On visualise ce palais de glace, il y a énormément de descriptions de paysages norvégiens au gré des saisons, donc ça c'était vraiment beau, mais en dehors de ça, moi ça m'a pas du tout intéressée. Par contre, donc, pour en revenir à cette très bonne lecture, j'ai lu Les Oiseaux, qui est le deuxième roman le plus connu de Vesas, et pour le coup, ça j'ai adoré. En fait, dans Les Oiseaux, on va suivre Mathis, qui est un jeune homme, c'est un simplet, et il vit avec sa sœur dans une maison un peu reculée, toujours en Norvège. Ils ont un équilibre assez stable, en tout cas c'est elle qui travaille et qui s'occupe de subvenir à leurs besoins, puisque lui il ne parvient pas à travailler, elle aimerait qu'il travaille mais à chaque fois ça finit mal, et un étranger va entrer dans leur maison, va s'intégrer dans leur vie, et là ça va venir basculer tout l'équilibre de Mathis, notamment la relation qu'il avait avec sa sœur, et ça va être très difficile pour lui de le vivre. Là aussi, c'est un roman très symbolique. Pourquoi les oiseaux ? Parce que Mathis va avoir une obsession avec les oiseaux, avec un oiseau en particulier, et ça va représenter aussi quelque chose pour lui. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le fait que ce soit écrit du point de vue de Mathis, donc du point de vue de cet homme simplet qui voit les choses différemment, qui interprète les choses différemment. Mathis aussi, pour qui les événements n'ont pas le même sens ou n'ont pas les mêmes conséquences ou le même poids, la même importance pour lui, et je trouvais ça très bien fait, et je trouvais ça aussi très beau de donner une voix finalement à des gens qui sont très marginalisés, jugés
pas intéressant ou trop bête, peu importe, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et c'est très triste, mais voilà, c'est une lecture que je peux vraiment vous recommander. Toujours dans ses meilleures lectures, on a Que le monde poursuive sa course folle de McCann et Reading in the Dark de Seamus Dean, deux auteurs irlandais dont je parle déjà dans ma vidéo sur l'Irlande. Et nous avons aussi L'archipel d'une autre vie d'André Makin, donc qui est un écrivain français d'origine russe. Est-ce qu'il est russe d'ailleurs? Peut-être d'origine, je ne sais plus, franco-russe, publié en 2016. Il est réputé principalement pour son roman Testament français, que je n'avais pas du tout aimé, qui était pour moi trop lyrique, trop poétique, ça m'avait pas du tout parlé, donc j'avais été un peu rebutée par l'auteur. Là j'ai choisi L'archipel d'une autre vie, que j'ai largement préféré et qui est un très beau roman. On y suit une quête, en fait une chasse à l'homme dans la steppe russe, en Sibérie, et on va suivre ces 4 compatriotes qui ne s'apprécient pas forcément ou qui ne se connaissent pas vraiment et qui ont été rassemblés et envoyés tous les 4 à la poursuite du prisonnier qui s'est évadé. On ne sait pas qui il est, on le découvrira à la fin, et c'est très bien fait parce que ça peut se présenter comme un roman d'aventure, mais il y a bien plus que ça. Alors déjà c'est très bien écrit, c'est des descriptions aussi, c'est un paysage qui change, on est dans la taïga sibérienne, et finalement ça parle de plein de choses, ça parle de liberté, de libre arbitre, ça parle de résistance face à l'autorité, ça parle de choix individuels, de nature humaine, c'est aussi une critique du système soviétique, et c'est une lecture que je peux vous recommander et que j'ai beaucoup aimée. J'ai lu aussi la très courte nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, La séquestrée, ou Le papier peint jaune, publiée à la fin du 19e siècle, en 1892. Elle était aussi sociologue, et c'est une toute petite nouvelle que j'ai trouvée très forte. C'est autobiographique. On y suit une femme qui va être enfermée en quelque sorte dans une pièce au papier peint jaune. Enfermée parce qu'elle est en convalescence, elle fait une dépression, même si à l'époque on mettait pas les mots dessus, la maladie mentale n'étant pas reconnue, et son mari, son frère qui est médecin, tout le monde lui conseille de rester enfermée dans cette chambre parce qu'ils savent mieux ce qui est bon pour elle. Elle est complètement infantilisée, son mari l'aime beaucoup et c'est parce qu'il l'aime qu'il lui conseille vraiment de rester dans cette chambre et qu'il n'est jamais là, et donc elle va devenir complètement obsédée par le papier peint parce qu'il faut qu'elle se rattache à quelque chose, et elle va tomber dans une sorte de paranoïa puis de folie. Voilà, j'en dirai pas plus, j'ai vraiment trouvé ça bien et lourd de sens. Je finirai par 2 livres, un livre qui n'est pas encore dans ce tableau, je l'ai oublié parce que je l'ai fini dernièrement, A Little Life, Une vie comme les autres, il me semble en français, de Anya quelque chose, Yanagi, voilà, je vous mettrai la couverture. C'est un livre de 2015, c'est un gros pavé de plus de 700 pages, c'est une résolution qui est la mienne, de lire plus de pavés. Si vous me suivez d'ailleurs dans cette liste, vous verrez que beaucoup des livres que je lis sont assez courts parce que j'ai du mal à me lancer dans des très gros livres. Je vais être obligée de changer ça parce que lorsqu'on a cette habitude-là, on se retrouve avec une étagère, une pile à lire où il ne reste que les gros pavés. Donc il va bien falloir que je les lise. Bref, j'ai lu ce livre et alors pendant la première partie, peut-être le premier tiers, incroyable. Je me suis dit ça c'est ma meilleure lecture de l'année, là c'est un 5 sur 5, ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose comme ça, j'adore, vraiment. On va suivre 4 amis, 4 garçons à la fin de leur vingtaine à New York, ils ont fini leurs études et ils entrent tous dans la vie active. Ils ont des caractères très très différents, ils se sont rencontrés à l'université mais ils ont aussi des parcours très différents. Ils réussissent tous très bien, l'un est avocat, l'autre est acteur reconnu, l'un est artiste et l'autre, enfin le dernier, est architecte. Ils ont chacun une origine sociale différente et parmi ces 4 garçons, il y en a un qui est très mystérieux, on ne sait pas vraiment d'où il vient et c'est autour de lui que va se cristalliser ensuite tout le livre et les 3 dernières parties du livre, autour de lui et autour aussi de sa relation avec l'un des 3 autres.
Ce garçon, il a un passé difficile, il a été violenté, il y a énormément de thématiques difficiles abordées dans ce livre. Dans les avis, j'ai pu voir que beaucoup lui reprochaient son manque de trigger warning, parce qu'effectivement, ça aborde des questions de tout type de violence, d'agression, d'automutilation, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est un livre qui est pas facile à lire, et malheureusement qui pour moi est très vite aussi tombé dans une sorte de voyeurisme, ou en tout cas d'excès. J'ai adoré cette idée d'apprendre à connaître ces garçons, d'apprendre à connaître aussi l'origine de leur relation. C'est très intimiste, ça rentre encore une fois dans la psychologie, sauf qu'on se retrouve à partir de la moitié du livre dans des personnages très peu représentatifs. J'étais très attachée à ces personnages au départ, et en fait à la fin j'avais envie de vous dire, c'est pas que je m'en fichais, mais un, je savais bien que ça allait finir comme ça, et deux, j'avais perdu mon intérêt parce qu'ils avaient perdu pour moi toute crédibilité en raison de ce qui leur arrivait et de leur parcours. Voilà. Ça perd en crédibilité, ça va trop loin, c'est trop long, ça devient redondant, j'ai perdu la flamme, et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais adoré finalement avoir juste le parcours, je ne l'ai pas précisé, mais on va les suivre en fait pendant 30 ans, donc de leur fin de vingtaine jusqu'à la fin de la cinquantaine quasiment. Et j'aurais aimé juste avoir une vie simple, enfin des gens comme les autres, comme on dirait. Et en fait, on se retrouve avec des gens quand même très atypiques, qui ont des vies qui sont peu représentatives, en tout cas je l'espère, en tout cas pas dans mon entourage, autant par leur réussite que par leur passé, par leur contexte familial, par leurs addictions, etc. Donc voilà. 5 sur 5 sans hésiter pour la première partie. Par contre après elle m'a perdue, pour moi elle a été beaucoup trop loin, et je pense que ça finira plutôt sur un 4. Et pour terminer cette très longue vidéo, parce que l'heure n'arrive jamais à faire court, nous avons la meilleure lecture de l'année, qui est certainement Métamorphose d'un mariage de Sándor Márai, publié en je ne sais plus combien. Sándor Márai, c'est un écrivain donc hongrois du XXe siècle. C'est un livre qu'il a écrit un peu comme Zweig finalement, en 2 morceaux, pas pour les mêmes raisons, mais la première moitié avant la Seconde Guerre mondiale, et la dernière partie quasiment 40 ans plus tard, donc dans les années 80 il me semble. On va y suivre 3 protagonistes, même 4 si on compte la dernière partie, l'épilogue. Et parmi ces protagonistes, on a le mari, la femme et une amie de famille, et chacun va nous raconter l'histoire de ce mariage de leur point de vue. Et on va se rendre compte, à travers le point de vue de chacun aussi, des variations, des nuances, des non-dits, et de tout leur poids, de leurs croyances, de leur éducation, de leurs rêves, de leurs envies, de leurs désirs, etc. Et alors déjà, c'est très très bien écrit. Je pense que c'est le livre le plus fouillé ou précis, psychologiquement parlant, que je n'ai jamais lu. J'ai trouvé ça très fort, c'est assez long, encore une fois il se passe pas grand chose, et pourtant on ne s'ennuie pas. Moi de plus en plus j'ai très peu de patience avec les livres, dans le sens où j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire, tu m'ennuies, j'ai aucun problème à passer des pages, à te finir en diagonale, voire même à t'arrêter. Sauf que là, ça m'a même surprise moi-même, parce qu'au début je me suis dit vas-y, c'est quand même, je crois qu'il y a plus de 500 pages, et c'est pas non plus une thématique qui me passionne, et en fait j'ai pas pu lâcher ce livre, et je l'ai fini, mais très très rapidement. Donc on a à la fois tout ce côté intimiste sur cette relation matrimoniale, et dans la deuxième partie, donc écrite 40 ans plus tard, c'est l'ami de la famille qui prend la parole, et là comme la guerre est passée dans le livre aussi, et cette partie a un contexte, en tout cas à une étude beaucoup plus aussi historique par rapport au Budapest d'après-guerre, par rapport aussi aux transformations, aux mutations avec la bourgeoisie qui disparaît aussi, qui est remplacée par une nouvelle classe moyenne, etc. Márai trouve même la place à travers un personnage qui ne parle pas, mais dont on entend beaucoup parler, qui s'interroge lui sur la place de la culture, sur la déchéance du genre humain, ou en tout cas sur la perte justement de cette culture qui lui est si chère, culture très relative, puisque Moulio aussi très bourgeois, très noble. Donc finalement c'est le témoignage aussi d'une époque, d'une classe avec ses idées qui peuvent paraître archaïques. Je ne saurais pas vous dire si ce qui est dit aussi dans ce livre, c'est uniquement ce que pensent les personnages, ou aussi ce que pense Márai. Je ne le connais pas suffisamment pour ça, j'ai l'intention de faire quelques recherches, mais je n'ai pas eu le temps de les faire encore pour cette vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment une lecture que je peux vous recommander si, encore une fois, vous aimez ce genre de lecture psychologique et d'études relationnelles, et les questions de compromis, est-ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, etc. Voilà, je vais terminer là-dessus.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures favorites de l'année. Je suis toujours ouverte à allonger ma liste. Si vous souhaitez voir toute la liste des livres que j'ai pu lire, les notes que j'ai pu mettre, je vous partage en barre d'infos mon compte Goodreads. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.